Alors, Strasbourg Music Week, mai 2023 à Strasbourg. Nous sommes à l'espace Django, en présence d'Anne Michler, adjointe à la ville de Strasbourg, aux arts et aux cultures. Alors, le rock'n'roll, le hip-hop, le métal, vous aimez ça ? Ben oui, autant que faire se peut. Oui, bien sûr, je connais vraiment pas, je suis pas une spécialiste, mais j'ai des goûts assez éclectiques, on va dire, et puis je suis curieuse malgré tout, donc voilà. Alors il y a des choses qui me parlent, d'autres que je ressens très fortement, et d'autres, ça me laisse indifférente. Et aujourd'hui à Strasbourg, donc il y a l'immense laiterie avec un investissement prévu de l'ordre de 12 millions d'euros. Globalement, hein, il me semble, c'est la priorité d'agrandir la laiterie et de leur donner encore plus d'argent. C'est pas une histoire d'encore plus d'argent, c'est faire en sorte que en plein cœur de la ville et à proximité de la gare quand même, qu'un équipement dédié aux musiques actuelles puisse, rester dans le concert des grandes salles de musique actuelle de la région. Et puis parce que tout simplement, il y avait aussi des questions tout bêtement de mise aux normes. C'est un équipement qui a maintenant 30 ans. Donc il y a de toute façon un certain nombre d'éléments qu'il faut repenser différemment sur l'accueil du public, sur l'accueil des artistes, sur les circulations, etc. Et donc cet investissement qui pour nous est prioritaire permet aussi de repenser les accès à la laiterie et de reconfigurer un petit peu effectivement les cheminements et de contribuer sur ce quartier-là à une sorte de rénovation urbaine du quartier. Voilà, donc c'est un point de départ et par ailleurs, puisque la laiterie fonctionnait beaucoup avec le club, pour pouvoir agrandir la grande salle, on sort le club et on l'installe quelques dizaines de mètres un peu plus loin, donc ça devient un deuxième élément de pôle sur l'émergence des musiques actuelles. Vous l'installez chez le voisin sans lui avoir demandé son avis, il me semble... Ça c'est la polémique, non, c'est pas aussi... c'est caricaturé. J'adore les caricatures. Et je comprends bien cette volonté, mais et tous les autres autour, tous les petits, les petites associations qui vont pleurer parce que elles n'ont pas des millions d'argent public qui tombent du ciel. Qu'est-ce qu'on fait avec elles ? Il y a une chose à préciser, c'est que la laiterie, c'est un équipement municipal. Le bâtiment appartient à la collectivité. Et d'ailleurs, les espaces de l'autre côté de la rue aussi. Il y a d'autres configurations où les équipements n'appartiennent pas à la ville. Donc, le soutien tel qu'on le mène, c'est par des accords de subvention sur la base de projets. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas aider du coup, soit à l'achat ou au loyer d'un équipement privé. Par contre, sur le projet artistique, culturel que porte l'association, la structure, on est présent. Mais est-ce que le Molodoy et son fonctionnement peut-être un peu communiste, n'est pas un espace dont le fonctionnement la Molodoy a le même âge que la laiterie. Et le Molodoy, depuis le début, est un espace autogéré. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir cette durée dans le temps. Ils sont renouvelés dans un bail amphithéotique depuis d'ailleurs 3-4 ans, je crois, avant notre arrivée. Et c'est un fonctionnement qui marche bien pour le Molodoy. Ça n'a pas été plus expérimenté que ça ailleurs. Donc il y a des initiatives, mais voilà. Mais dans l'esprit, dans la philosophie, la laiterie, je ne sais pas s'ils font 50 ou 80% de recettes propres. Ils ont un fonctionnement commercial. Ils ont un fonctionnement sur la billetterie qui est extrêmement important. Oui, ce qui fait que du coup, la subvention que donne la ville à l'association est amoindrie par le fait même qu'il y a cette recette de billetterie. Mais c'est un fonctionnement économique et un système économique qui a été qui s'est mis en place il y a une 30aine d'années, qui pour l'instant fonctionne et qu'on espère bien qu'il va continuer à fonctionner.
Absolument, mais la philosophie, l'esprit du Molodeuil, qui est accessible à tous et à toutes. N'importe qui peut aller lors d'une assemblée générale. Bon, il faut attendre parfois 5 heures, mais enfin, c'est la vie. On peut louer, gratuitement, accéder à cette salle. Est-ce que c'est pas ce genre d'équipement, ce genre de philosophie qu'une municipalité comme la vôtre aurait envie de développer? Oui, bien sûr, mais il faut des gens pour faire porter ça et pour le mener. Et il faut une constance sur la durée. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça fonctionne au Molodeuil. Ils ont trouvé une recette qui est pas forcément duplicable. Bien sûr qu'on observe ce genre d'initiatives qui sont portées par toute une série d'associations, le Wagon Souk, enfin des choses de cette nature-là. Il faut qu'on puisse observer les choses, la manière dont elles se déroulent dans le temps. Et sinon, depuis que vous êtes arrivé à la municipalité, en fait, qu'est-ce que vous avez changé? Enfin, je ne demande pas de tous les changements, mais enfin, qu'est-ce que, en priorité, quels sont les marqueurs dans le domaine de la musique? Dans le domaine de la musique ou de la culture? De la musique actuelle. Dans le domaine que vous voulez, si vous avez envie de parler de voirie, allez-y. Non, mais ça, c'est pas tout à fait mon domaine de spécialité, mais les choses bougent, puisque vous savez que, à la fois, il y a de nouvelles lignes de tram, il y a toute une problématique sur le stationnement, que par ailleurs on végétalise les cours d'école, on les déminéralise. C'est d'ailleurs notre priorité, les écoles dans le budget de la collectivité, parce qu'il y a l'entretien des écoles, etc. Évidemment, il y a plein de choses qui sont en train de se dérouler. Dans le domaine de la culture, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la décision qui vient d'être prise sur la rénovation, restructuration, voire extension du bâtiment de l'Opéra national du Rhin, qui est une histoire qui traîne depuis des décennies. Dès le début, on a reconsidéré la délégation de service public du cinéma municipal, autrefois connu sous le nom Odyssée, et qui aujourd'hui est porté par une nouvelle équipe et qui s'appelle le Cosmos. Ça va inaugurer début juin, le 2 juin. On a porté le dossier de candidature Capitale mondiale du livre UNESCO et nous sommes labellisés Capitale mondiale du livre UNESCO 2024-2025. Et c'est un énorme travail de fédération de l'ensemble des partenaires du livre, de la lecture au sens large du terme, y compris dans le domaine de la musique, puisqu'il y a des écritures, il y a des lectures musicales. Et donc, on associe l'ensemble des partenaires pour faire vivre cette dynamique-là. On a la restauration, la mise aux normes du cinéma Saint-Exupéry à Strasbourg. C'est un bâtiment municipal, un exploitant privé, mais le bâtiment nous appartenant, on fait une mise aux normes. Il y a, dans le domaine des musées, il y a la rénovation on commence une salle dans le Palais Rohan. Et puis, on intervient aussi sur le musée alsacien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi un patrimoine au sens patrimonial, non pas propriété de la ville, mais patrimoine au titre des monuments historiques, qui est très très dégradé et sur lequel on a une nécessité d'un plan d'intervention sur plusieurs années. Bon, allez, vous retapez le patrimoine, mais ça, la droite le fait aussi. Elle l'a pas fait. Je suis désolée. Elle aurait pu. Mais elle l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Mais sinon, est-ce que dans l'esprit, dans la façon de faire, c'est différent? Ou est-ce que c'est pareil? Puisque vous m'interrogez, moi, et que j'appartiens à une collectivité écologiste et citoyenne, je vous dirais qu'évidemment, on fait les choses différemment. Après, c'est la perception qui en est donnée. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'on est arrivé dans une période qu'aucune municipalité n'a jamais connue, c'est-à-dire 2 années de Covid. Une belle période pour expérimenter plein de trucs qu'on n'a jamais osé avant. Pour d'abord... Mulhouse s'est rempli de pistes cyclables, alors que jamais ils auraient pensé à ça avant. À Strasbourg, il y avait déjà un réseau de pistes cyclables. On l'étend et on l'étend au niveau de la métropole, ce qui est important aussi. On a un plan sur la ville marchable, c'est-à-dire... faire en sorte que les gens retrouvent le plaisir de marcher, d'arpenter leur ville ou de la faire à vélo et donc d'éliminer, c'est vrai, progressivement la présence de la voiture dans l'espace public pour dégager l'espace public et les rendre beaucoup plus
y compris à des activités artistiques et culturelles. Hein, c'est-à-dire que quand c'est encombré, voilà. Donc il y a ces éléments-là, mais il y a surtout notre manière, j'allais dire, un petit peu différente de travailler. Déjà au sein de la municipalité elle-même, de décloisonnement des politiques, c'est-à-dire on fonctionne pas en silo. On travaille vraiment en transversalité. Alors c'est pas toujours facile, ça fonctionne pas toujours non plus, il faut pas exagérer, mais c'est vraiment l'objectif qui est recherché, c'est ça, c'est-à-dire que de considérer une politique thématique dans la globalité des politiques et dans la globalité des territoires d'une ville. Exemple ? Exemple, dans le domaine de la culture, par exemple, on va faire en sorte que l'ensemble des quartiers de la ville puissent être, à un moment donné ou à un autre, concernés par des développements d'actions culturelles. Soit à partir d'équipements, alors ici c'est le contre-exemple parce que ça fonctionne bien. Hein, j'allais dire, Django, il fait un boulot extraordinaire sur le quartier. C'est pas le cas partout. Donc en fait, c'est comment est-ce que, notamment le réseau des institutions culturelles, peut davantage se préoccuper, même s'ils le font déjà, franchement, se préoccuper effectivement de là où sont les gens et comment non pas les amener, mais leur permettre de découvrir la diversité culturelle et artistique de la ville. Un exemple tout bête, alors c'est rien à voir avec une manière différente, mais quand même, on célèbre tous des mariages. Et les villes offrent un cadeau de mariage. Bon, les mariages, c'est vraiment l'ensemble des composantes de la population qui défilent dans la salle de mariage. On a décidé de substituer le cadeau habituel traditionnel d'un livre avec des photos sur la ville, enfin en tout cas c'est ce qui se faisait à Strasbourg, par une pochette cadeau dans laquelle on a un abonnement pour une année, pour 2, dans tout le réseau des bibliothèques médiathèques de l'Eurométropole, un billet d'entrée permanent pour une année, pour les 2, sur tous les musées, expositions et collections permanentes des musées de la ville. Et il y a quand même 11 musées. Une montée sur la plateforme de la cathédrale. Et... Ok. Bah oui. Et un fragment, enfin une copie en grès d'un fragment d'une rosace de la cathédrale de Strasbourg. C'est simplement pour dire, on se préoccupe de la question des droits culturels et la manière dont on peut prendre en considération les droits culturels, mais c'est aussi permettre de faire connaître les richesses culturelles qui sont possibles dans l'ensemble de la ville et qui souvent sont gratuites ou qui sont à un coût, mais qui est quand même extrêmement limité, parce que ce que nous avons décidé aussi, c'est quand on intervient sur un certain nombre de politiques, c'est d'avoir une tarification sociale et donc accessible pour le plus grand nombre. J'ai oublié, je viens de voir passer un tram, la décision de la gratuité du tram pour les moins de 18 ans. Ah, c'est électoraliste, ça. Hein. À Mulhouse, il faut gratuit pour les vieux parce que c'est eux qui votent pour eux, et vous, pour les jeunes, parce que c'est eux qui votent pour vous. Pas du tout. Les jeunes ne votent pas pour la gauche. Mais bientôt. À 18 ans, c'est la première année de vote. Hein. Mais non, c'est les habituer à découvrir, fonctionner dans la ville autrement que par éventuellement le cheminement qu'empruntaient les parents en allant travailler, on dépose l'enfant en voiture devant l'école. Donc, et on a fait aussi des rues écoles, c'est-à-dire des rues qui, dans la proximité des écoles où ma foi, les voitures ne pénètrent pas. Il y a juste les enfants à pied, accompagnés de leurs parents, qui rentrent dans la rue. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on a fait. On se préoccupe aussi beaucoup de la question de l'égalité homme-femme, du respect des questions de genre, etc. C'était la première fois qu'on a pris une délibération sur
un budget dédié au genre, c'est-à-dire comment identifier les financements publics vers qui ils vont. Par exemple, dans le domaine de la musique actuelle, est-ce que l'essentiel des financements va sur des formations qui sont plutôt masculines, ou est-ce qu'il y a un soutien particulier, un coup de pouce particulier, une mise en valeur, une reconnaissance des femmes dans les musiques actuelles, par Alors, exemple. s'il y a trop d'hommes, vous divisez la subvention par deux ? Comment ça se passe ? C'est tout simplement d'abord de rendre lisible le soutien sur les créatrices et les interprètes femmes dans tous les genres, dans tous les domaines de la culture, et faciliter autant que faire se peut, sur la base toujours de l'examen de la qualité du projet artistique et culturel, de soutenir pour qu'elle puisse être davantage diffusée, ou en tout cas demander aux institutions culturelles, par exemple dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, de l'opéra, etc., ou dans le domaine des musées, comment est-ce que vous mettez en valeur finalement les créatrices qui ont créé une œuvre, qu'elle soit ancienne ou que ce soit aujourd'hui, comment vous faites, et est-ce que vous les intégrez dans la programmation ? Alors c'est pas toujours possible, bien sûr, mais il y a de plus en plus cette attention. Vous voulez aller plus loin dans cette discrimination positive, ou je ne sais pas comment l'appeler ? Je déteste cette notion-là. On peut l'appeler autrement. Parce qu'il y a toujours discrimination. Malraux, dans les années 50, qui promet la culture pour tous et toutes, la démocratisation culturelle, etc., etc., on n'a jamais réussi à le faire. C'est compliqué. C'est compliqué parce que une population, elle a des références culturelles de nature très diverses et très différentes. Malraux est parti de la connaissance des œuvres universelles, en quelque sorte, c'est-à-dire effectivement ce qu'on appelait à l'époque les œuvres majeures. Comme Maître Gims, par exemple. On est aujourd'hui sur une population, elle est souvent d'origine différente, issue de brassage, ou profondément enracinée dans un territoire, un terroir, et a des références culturelles qui sont de nature extrêmement différentes, qui parfois peuvent se télescoper d'ailleurs. Et donc du coup, comment est-ce que aujourd'hui, dans une politique culturelle, on prend en compte ces éléments-là, qu'on a qualifiés de droits culturels au sens large du terme, mais comment on fait pour les valoriser ? Et donc des structures comme Django, par exemple, elles font ce travail, elles le font de façon remarquable. Pôle Sud fait quelque chose d'équivalent dans le domaine de la danse, par exemple. Ça suffit jamais. Et en même temps, il y a une politique tarifaire qui est mise en place, je l'ai déjà évoqué pour d'autres secteurs, qui permet effectivement d'accéder à des grandes institutions culturelles, à des grands moments de musique ou de culture, quel que soit le domaine, à des tarifs extrêmement intéressants de 5, 6 euros, 7 euros, etc. en fonction... et ensuite, et surtout, ou de façon parallèle et concomitante, mais ça date pas d'aujourd'hui, c'est toute la politique d'éducation artistique et culturelle, puisque l'école est le seul endroit où on retrouve l'ensemble de la population. Et donc, quand on peut développer des projets d'éducation artistique et culturelle pendant le temps scolaire ou hors temps scolaire, pour faire découvrir la grande diversité de la richesse culturelle du territoire, c'est des choses qu'on sait ne pas être perdues et qui, ensuite, des années plus tard peut-être, vont alimenter le nouveau public, vont faire en sorte que peut-être des créateurs vont apparaître dans... Enfin voilà, c'est sur le long terme. Les conséquences immédiates des politiques de cet ordre-là, elles ne sont pas visibles immédiatement. Mais c'est le pari sur l'avenir. Et par exemple, on a pu observer que pendant Covid, il y a eu une déperdition des publics vraiment extrêmement importante, et pour cause les lieux étaient fermés. Mais quand ils ont rouvert, progressivement rouvert, le public a eu du mal à revenir pour des tas de raisons. Aujourd'hui, les salles sont pleines, toutes, vraiment toutes. C'est-à-dire qu'il y a une faim, un appétit de culture et d'art. Mais est-ce qu'elles sont pleines de pauvres ou bien juste de ceux qui venaient déjà avant et qui sont... Il y a une diversité. L'opéra, on le qualifie souvent d'élitiste, par exemple. Aujourd'hui, 30% des spectateurs de l'Opéra national du Rhin ont moins de 30 ans.
Alors c'est le résultat d'une politique tarifaire, c'est sûr, mais c'est pas parce que vous faites un tarif accessible que les gens viennent. Il faut qu'ils aient été sensibilisés, il faut qu'ils aient eu envie de venir. Donc c'est toutes les actions de médiation qui sont importantes pour faire en sorte que, effectivement, les gens y aillent. Et on voit qu'il y a un renouvellement. Alors la difficulté aussi, c'est de ne pas perdre les générations seniors. Ils finiront de toute façon par mourir. Oui, mais enfin, il ne faut pas les précipiter trop vite quand même. Quand même. Bon, donc c'est aussi tout l'équilibre des programmations qui à la fois peuvent parler aux gens qui ont une référence, assise dans le siècle dernier, voire même jusqu'au milieu du siècle dernier, et les jeunes générations qui sont celles de notre siècle aujourd'hui, et qui du coup n'ont pas forcément toujours les mêmes références, mais où il y a nécessité sur, toute la chaîne des âges, qu'il y ait une approche culturelle et un respect des pratiques culturelles des autres. C'est pas parce que je n'aime pas le rap que je ne dois pas considérer le rap. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'opéra que je dois considérer que c'est élitiste. Par contre, c'est d'arriver à faire comprendre les codes, parce que chaque domaine artistique a ses propres codes. Et donc, c'est essayer de faire comprendre les codes de l'autre esthétique, de l'autre domaine, pour les appréhender. Ensuite, on les pratique, on y va ou on n'y va pas, c'est autre chose. Ça, c'est la liberté individuelle. Peut-être pour terminer, vous voyez souvent Anne-Catherine Goetz, adjointe à la culture de la ville de Mulhouse. Vous amusez avec elle et surtout, qu'est-ce que vous faites ensemble ? Est-ce qu'il y a des projets qui rassemblent Mulhouse et Strasbourg, peut-être même Colmar et Célestat ? J'ai évoqué Capitale mondiale du livre. Il est évident que pour nous, c'est sur l'ensemble du territoire, et y compris dans la dimension transfrontalière, parce qu'on n'a pas parlé d'Europe, on n'a pas parlé de transfrontalier, mais c'est important. Catherine Goetz, comme Michel Spitz, nous sommes tous les trois présidents et vice-présidents de l'Opéra national du Rhin, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et qui n'a jamais été copié ailleurs. Opéra national. À ce prix-là, c'est normal. Ah bon non, c'est 3 villes, c'est un chœur professionnel. 3 villes, dont 2 villes riches et une ville pauvre. Mais non, moi moi je vois pas les choses comme ça. Non, parce que Strasbourg a 25% de sa population est en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est pas parce qu'on voit le centre-ville de Strasbourg qui est opulent, qui a l'air opulent, que c'est une ville riche, non. C'est beaucoup plus différent que ça, mais bon. Donc Catherine Goetz et moi, nous nous retrouvons dans le comité de l'Opéra national du Rhin, puisque la présidence est tournante tous les 2 ans. C'est un autre élu de chacune des 3 villes. Il y a le ballet du Rhin, qui est un centre chorégraphique national, mais qui est rattaché à l'Opéra national du Rhin. Donc c'est une configuration assez exceptionnelle et franchement remarquable, parce que 3 villes et 3 ensembles, et par exemple, rien qu'à Strasbourg, le personnel de l'Opéra national du Rhin, c'est-à-dire le chœur, l'administration et les techniciens, c'est près de 300 personnes permanentes. Et vous rajoutez à peu près le double pour les spectacles d'intermittents. Ok, vous faites l'Opéra du Rhin ensemble, mais ça c'était déjà le cas avant. Mais nous on s'entend bien. C'est-à-dire c'est très bien. Eh bien oui, on pourrait très bien être en rivalité. On ne l'est pas. Alors qu'on est dans des dominantes, mais on est dans des dominantes politiques différentes. Je pense que ça vous a pas échappé. Or, c'est important qu'on arrive à dépasser les appartenances politiques de chacune, des composantes politiques des villes, pour arriver à s'entendre sur un objectif commun. Et donc, on le partage. Par ailleurs, la Haute École des Arts du Rhin, qui est un établissement public de coopération culturelle, associe
l'ancienne école des arts décoratifs de Strasbourg et l'ancienne école du Quai de Mulhouse. Oui, enfin, là, c'est Strasbourg qui a mangé Mulhouse. Hein. Mais non. Elle est où la direction? On est justement en train de travailler là-dessus. De toute façon, la présidence, elle est tournante. Hein, c'est-à-dire que là, c'est moi. Mais après, c'est Anne-Catherine Goetz. Et, le directeur, il est dans quelle ville, nouveau? Ah ben, le directeur, il est à Strasbourg. Mais on est très attentif, puisqu'il est nouveau. Il est là depuis 2 mois. On est très attentif à ce qu'il aille souvent sur Mulhouse. Et que on est en train justement de retravailler la gouvernance avec Anne-Catherine Goetz et ce nouveau directeur, Stéphane Sauzède, justement pour que Mulhouse ait davantage de place et Mulhouse ait davantage de lisibilité au sein de la Haute École des Arts du Rhin sur les domaines qui lui sont plus spécifiques et en particulier le design, de façon à ce que on ait vraiment une identification de Mulhouse. Et on est attentif à ça. Mais sinon, un truc de fou avec Mulhouse en projet, vous avez ça? Pour l'instant, non, parce que chacun a assez de problèmes dans sa propre ville à gérer, je crois. Bon, alors un truc de fou à Strasbourg, c'est quoi le prochain spectacle, projet qu'il faut absolument voir Ça, je vous dirais qu'il faut regarder les programmations de chacune des institutions culturelles. Non, mais si, il va y avoir des choses extrêmement intéressantes portées par chacune d'entre elles. Mais moi, je vous donne rendez-vous au début du printemps 2024 avec Capitale mondiale du livre. Merci beaucoup, Anne Missler, adjointe aux arts et à la culture. Non, aux cultures. Oh, pardon, adjointe aux arts et aux cultures. Et en charge de la politique mémorielle. Bon. Politique mémorielle, c'est quoi ça? Hop là.